Bonjour, bienvenue à tous dans cette dixième édition déjà de l'Université d'été de la e-santé à Castres-Mazamet. 10 ans, donc soignants, personnel d'institutions de soins, industriels, laboratoires, mutuelles, entreprises de santé, qu'elles soient grandes ou petites, se retrouvent donc ici pour évoquer les avancées en termes de soins et de télésanté plus particulièrement. Et les choses vont très vite, elles sont allées très vite depuis 10 ans, au point qu'aujourd'hui, eh bien, le numérique ne semble plus du tout avoir de limites. On peut suivre maintenant nos simples faits et gestes, nos moindres faits et gestes 24 heures sur 24. On peut implanter des puces avec GPS sous notre peau. C'est déjà le cas pour surveiller certains malades, notamment maladie d'Alzheimer. On peut nous poser maintenant des implants électroniques dans notre boîte crânienne qui vont pouvoir diffuser de l'électricité, des ondes, alors pour nous soigner, peut-être pour nous permettre de faire d'autres choses derrière. Et mieux encore, avec les fameux ciseaux moléculaires, eh bien, l'homme maintenant va pouvoir se transformer lui-même tout seul. Il va couper dans son ADN et remplacer peut-être les gènes qui lui déplaisent par des gènes qu'il va juger plus favorables. Où commence et où s'arrête le soin dans cette histoire-là? Est-ce que l'on ne va pas maintenant vers une nouvelle étape de l'humanité, que certains appellent déjà le transhumanisme, cette étape dont on nous promet qu'elle va nous permettre de vivre 100, 200, 300 ans, et cela très rapidement dans les prochaines années. Elle va nous permettre de supprimer la mort physique. Et l'homme finalement, dans tout cela, quelle place a-t-il ? Comment est-ce que l'on va nous demander notre avis, à moi, à vous tous? Comment est-ce que l'on va être pris en compte? Eh bien, c'est ce que l'on va tenter de voir dans cette première table ronde de cette université d'été de la e-santé, dont humanisme et numérique sont au cœur de la réflexion cette année. Santé et éthique. L'homme a été remis véritablement au centre des débats lorsque l'on voit les avancées techniques et numériques. Et à mes côtés ce soir dans cette table ronde, le professeur François Berger. Il est neurocancérologue. Vous avez dirigé entre autres Clinatech à Grenoble, qui est une initiative originale puisqu'il s'agit d'un centre de recherche qui a été monté par le commissariat à l'énergie atomique et le CHU de Grenoble. Il étudie, mais vous nous expliquerez ça, entre autres, des nouvelles solutions médicales comme des nano-éléments qu'on va pouvoir introduire dans le cerveau pour stimuler certaines zones ou bien lutter contre certaines maladies dégénératives. On pense tout de suite à maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer. Voilà. Jusqu'où va-t-on aller en termes de manipulation du cerveau? À vos côtés, François Viella. Alors vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas du monde médical, vous êtes juriste, vous êtes spécialisé en droit de la santé avec une grande réflexion sur les questions de droit, sur les questions d'éthique. Vous enseignez à l'université de Montpellier. Vous avez aussi organisé l'année dernière les assises du corps transformé. Alors vous nous expliquerez ce qu'est un corps transformé, à partir de quel moment on considère que le corps il a été soigné et à quel moment on considère qu'il a été au contraire transformé. Et puis un philosophe, ça fait du bien d'avoir des philosophes dans cette université de la santé. On a beaucoup d'industriels, de médecins, de techniciens, d'ingénieurs, mais c'est bien aussi d'apporter de la philosophie et des lettres dans ces lieux. Jean-Michel Beignet, vous êtes enseignant à Paris 4, vous êtes coordinateur du pôle de recherche santé connectée et humain augmenté. Vous aussi nous expliquerez ce que c'est que pour vous un humain augmenté. Mais je me tourne tout d'abord vers François Berger, pour vous qui êtes médecin à la base. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus sur ces recherches qui sont menées à Clinatech, notamment sur les implants qu'on pourrait mettre à terme, à très court terme même, dans nos cerveaux? Ça va servir à quoi? Alors la problématique de Clinatech, c'est d'abord de répondre à des besoins médicaux qui ne sont pas traités par exemple, les médicaments actuels. Donc un très bon exemple, c'est les pathologies neurodégénératives ou le handicap, les patients tétraplégiques. Aucune thérapeutique n'arrive à traiter ces patients. Donc il y a une alternative technologique qui est apparue avec les implants. Il y a 25 ans, c'est par exemple la neurostimulation. Vous êtes parkinsonien, un implant électrique qui va entraîner un effet symptomatique sur la maladie, mais jusqu'à ce jour, aucun effet sur les maladies neurodégénératives. Donc l'idée de Clinatech, c'était devant l'apparition des micro-nanotechnologies et de l'électronique, donc des implants de nouvelle génération, est-ce qu'on peut faire un lieu particulier où on va accélérer l'innovation au bénéfice du patient? Et il faut bien voir qu'au niveau international, la plupart des centres avaient plutôt
plutôt emmener les ingénieurs dans les sites hospitaliers. Donc c'était une expérience assez particulière qui partait aussi d'un constat d'échec. Attention, vous nous avez annoncé un mirage absolument fantastique. Le constat international actuel, c'est que les micro-nanotechnologies, comme toutes ces technologies implantées, sont en échec. La preuve, personne ici ne connaît un Alzheimer qui a retrouvé la mémoire grâce à ces implants que nous promettent les transhumanistes. Est-ce que vous comprenez, vous qui êtes médecin, chercheur, et dont le but à la base, votre serment d'Hippocrate, c'est de soigner les gens, d'arrêter une souffrance, est-ce que vous comprenez, ceci dit, les questions que l'on peut se poser en tant que malade, en tant que citoyen, lorsqu'on voit des initiatives comme celle-ci qui touchent le cerveau, qui est pratiquement un des derniers organes sur lequel on n'avait pas touché, transformé, greffé, quoi que ce soit, et en plus dans une structure qui est montée conjointement par un hôpital, on est habitué à avoir des études cliniques en milieu hospitalier, mais aussi avec le commissariat à l'énergie atomique, qui est un autre acteur. Alors, effectivement, la question, on se l'est tous posée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir un exercice, il faut faire attention, on fait de la médecine, et les transhumanistes l'oublient, c'est-à-dire que notre premier devoir, c'est de ne pas nuire sur le patient, de bien évaluer le risque, le bénéfice, et d'informer le patient. Donc le faire dans un endroit particulier, avec un environnement, le but c'était vraiment d'augmenter la sécurité des patients. On peut comprendre les critiques qu'il y a eu, et je le comprends d'autant plus qu'après 2-3 années d'expérience, en fait, j'ai pris la décision de partir du CEA. Ouais, pourquoi partir justement du CEA? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pour une raison très, très simple, c'est que je me suis rendu compte qu'en m'éloignant du patient, je devenais techno-push, c'est-à-dire que j'oubliais la réalité clinique. Et donc on a fait l'analyse et on en a discuté avec d'autres centres, puisqu'il y a d'autres centres qui avaient hésité à faire la même chose que nous, en particulier Mauro Ferrari à Houston. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux faire cet exercice proche des patients, c'est-à-dire en caricaturant un peu, rester l'esclave du patient. En tant que médecin, je suis l'esclave du patient, mais pas l'esclave de l'ingénieur. À côté de ça, il y avait un deuxième but qui était d'aller chercher de l'innovation, de rupture qui n'était pas dans le domaine de la santé. Donc ça a très bien marché. Mais on l'a fait ailleurs qu'au CEA, on l'a fait à Manchester, chez le prix Nobel du graphène, dans d'autres endroits. Donc on n'a pas besoin d'emmener les patients pour ça. Mais ce qui reste de l'expérience Clinatech, et ça c'est un besoin majeur, c'est attention, on est dans de la médecine, on est dans de l'innovation, donc il faut le faire dans ce qu'on appelle des protocoles de preuve de concept qui sont extrêmement périlleux. On n'a pas le droit, quand on met quelque chose dans le cerveau, d'avoir des effets secondaires, et on n'a pas le droit de modifier ce qui est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la fonction de pensée d'un individu. On n'a pas le droit, c'est très important ce que vous dites, on n'a pas le droit de modifier la façon de penser d'un individu. Est-ce à dire dans cette phrase que l'on pourrait, avec ces nanoparticules et ces implants dans le cerveau, modifier la façon de penser d'un individu? Alors, faut vraiment faire... justement, il y a une espèce de mythe. On est en train de nous vendre qu'on peut augmenter la mémoire, qu'on peut devenir des surhommes, en particulier au niveau des fonctions cérébrales. Attention, quand j'ai par exemple une maladie de Parkinson ou dans certaines formes de dépression, j'ai une amplification anormale de certains circuits, ce qui permet par exemple à la neurostimulation de venir mettre un courant électrique dans un endroit très particulier du cerveau. Quand je suis un homme normal, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'a pas une pathologie, la notion de pathologie est très évolutive. Attention, ce qu'on nous vend du fonctionnement cérébral, c'est du neurocharlatanisme. C'est du neurocharlatanisme. Le cerveau, vous voyez, on s'émeut de voir qu'un ordinateur peut être meilleur qu'un joueur de Go champion du monde. Je dirais que ça, ce n'est pas un cerveau intelligent. D'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle, c'est un terme complètement erroné. C'est le cerveau qui fonctionne, le cerveau créatif, il a besoin d'avoir des zones qui meurent, il a besoin de dormir, il a besoin du sommeil paradoxal. Donc il faut bien voir que ce qui fait qu'on est un humain, et en particulier du fait de nos fonctions cognitives, de nos fonctions d'empathie, c'est un réseau neuronal qui est tout sauf un ordinateur, qu'on n'arrive pas à modéliser. Et cette capacité-là, on ne sait absolument pas l'améliorer. Ça veut dire qu'en y touchant chez un homme normal, on aura des effets secondaires et on modifiera cette liberté de penser, de créer, d'aimer, qui est vraiment la caractéristique de l'homme. Ouais, enfin en attendant, c'est l'ordinateur qui a gagné contre l'homme au jeu de Go. Mais c'est de l'hyper-performance. Je n'ai pas du tout l'intention d'être cet ordinateur. L'humain, ce qui fait qu'on a créé
quelque chose qui s'appelle l'humanité, qui marche quand même relativement bien, qu'on est capable d'aimer, c'est tout sauf un ordinateur. Et les neurosciences le savent très bien. Vous parliez de neurocharlatanisme. Moi, j'ai envie de vous demander, et puis je le demanderai à chacun de vos deux confrères aussi, ce qu'est pour vous la définition du transhumanisme, après tout. Lorsque l'on met des nanoparticules qui peuvent influencer ou pas le développement du cerveau, est-ce que l'on est dans ce que vous appelleriez, vous, du transhumanisme ? Non, pour moi, la définition du transhumanisme, elle a beaucoup changé. C'est intéressant de voir qu'ailleurs que historiquement, elle venait de groupements qui étaient plutôt d'origine socialiste, qui voulaient une égalité de l'homme en utilisant les sciences et les technologies. Et maintenant, on est en train de migrer plutôt vers une vision hyper libérale qui a un peu changé tout ça. Mais globalement, on est dans une volonté de modifier, d'augmenter, ça c'est un mythe, l'homme normal, et c'est ça qu'il faut combattre, c'est-à-dire un refus de la différenciation entre l'homme pathologique qui est malade et l'homme sain, même si cette définition elle évolue beaucoup. Et dans la dernière définition, quelque chose contre lequel il faut lutter absolument, c'est un refus de la régulation. C'est-à-dire que vous voyez, quand je touche au vivant, alors encore plus quand il n'est pas malade, j'ai un interdit absolu d'avoir des effets secondaires. J'ai un interdit absolu de prendre l'information de son cerveau. On a vu toute l'information de dossiers de patients volés par Google à Londres. Donc, vous voyez, on est dans la médecine. La médecine, c'est la privacité, c'est l'équité des soins, c'est toute une régulation. C'est ça la médecine. Le transhumanisme nous vend la fin de tout ça. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable ou c'est pas possible ? La fin, de la mort, les 200, 300 ans, 400 ans de vie. Non, ne pas respecter la loi, comme l'a fait Google à Londres, c'est tout à fait possible. Ça, il n'y a pas de problème. Je crois que vous êtes plus compétent que moi dans le domaine. Après, je voudrais le redire pour le cerveau. Actuellement, tous les spécialistes des neurosciences vous expliqueront que cette vision de l'amélioration des fonctions cérébrales, elle est complètement erronée. Je peux vous mettre une électrode, c'est arrivé dans la neurostimulation, c'est-à-dire que l'électrode était mal placée, et tout d'un coup, une patiente, donc ça a été fait à Grenoble par Amul Benabid, avait une sensation de bonheur, et elle se mettait à rire de façon immodérée. Et puis le contraire, parce que vous voyez, on est dans des noyaux, la personne se mettait à pleurer. Mais vous voyez, ça c'est de la caricature des affects. Votre cerveau, il est issu de votre histoire, il est issu d'un fonctionnement très compliqué. Donc je voudrais le redire très très fortement. Actuellement, toutes les neurosciences, toute la biologie cellulaire du cerveau nous montrent que tout ça, c'est vraiment un charlatanisme invraisemblable. Jean-Michel Beignet, pour le philosophe que vous êtes, pour vous aussi qui avez monté ce pôle de recherche déconnecté et humain augmenté, vous faites aussi retomber la pression autour du transhumanisme. Il y a beaucoup de charlatanisme, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'idées fausses, il y a beaucoup de mythes aussi, on a entendu ce mot vers lesquels on court. Je ne fais pas tellement retomber la pression. Je crois que la pression, elle est montante. Je m'intéresse à ces questions-là depuis une petite dizaine d'années et je suis sidéré de voir à quel point aujourd'hui le ciment prend. Attendez, là on nous a expliqué, François Berger nous dit le contraire, il nous dit les recherches sur le cerveau, les nanoparticules, pour l'instant ça ne donne pas de résultats concrets, il ne faut pas exagérer les choses non plus. Vous auriez dû d'abord me demander comment je définissais le transhumanisme. Alors allez-y, définissez-le, bon universitaire, et puis ensuite écoutez, on pourra amener les arguments contradictoires. Bon, moi je pense que mettez bien votre micro surtout. Je pense que le transhumanisme c'est un courant d'opinion, vous voyez, je reste très très vague, un courant d'opinion qui entoure la plupart du temps les grands centres de technologie et qui rassemble des gens qui considèrent tous que les sciences et les technologies sont susceptibles aujourd'hui de réaliser les attentes de l'humain, les attentes de l'espèce humaine. Bon, si vous définissez le transhumanisme en termes d'opinion, vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui, il y ait une montée en puissance de cette opinion-là dans le public. Oui, mais est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que c'est du réel ? Est-ce qu'il y a des choses tangibles qui vous permettent de vous dire qu'il y a une montée de cette opinion du transhumanisme ? Il y a évidemment des choses tangibles. C'est par exemple les financements de l'Union européenne sur des projets qui sont affichés assez facilement comme transhumanistes. Par exemple 1 milliard d'euros donnés au cerveau artificiel de Lausanne, le Human Brain Project, c'est pas tout à fait rien.
Hein, on donne 1 milliard d'euros. Bon, et puis, je vois bien passer, moi, à mon niveau, à l'Agence nationale de la recherche, des projets qui sont de plus en plus réceptifs à des thèmes et à des annonces transhumanistes. Le transhumanisme, c'est un système d'annonces. Hein. C'est le domaine même du hype, comme on dit, de l'hyperbolique. Hein. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas nier que ce soit en train de monter en puissance. Alors, je vais prendre un exemple très concret pour qu'on arrive quand même à définir à un moment ou à un autre ce qu'est le transhumanisme. Donc, Alphabet, hein, qui est issue de Google, tout simplement, a déposé il y a quelque temps un brevet sur l'idée, hein, simplement, pas la possibilité, mais l'idée de remplacer le cristallin naturel de l'œil humain avec un implant de lentilles électroniques. Alors, moi, quand j'étais jeune, je regardais Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, et je trouvais ça vachement chouette d'avoir un radar dans le cristallin de l'œil. Avec l'âge, on trouve ça moins chouette. Mais quand même, est-ce que là, on est dans le transhumanisme ou pas avec des choses pareilles ? Oui, on est dans le transhumanisme dans la mesure où on illustre l'idée qu'aujourd'hui, les technologies sont susceptibles de répondre à quelque chose que pourrait attendre l'humain. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que quand on parle du transhumanisme, je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue la chose suivante. Le monde de la médecine a considérablement changé dans ses objectifs. Hein, depuis, on prend souvent une date symbolique qui est 1946, hein, le jour où l'OMS a défini la santé non plus comme la disparition de la maladie, mais comme la réalisation du bien-être individuel et collectif. On a là créé une rupture considérable. C'est-à-dire ? Tout à coup, le médecin n'était plus simplement celui qui devait soigner, mais celui qui devait répondre aux aspirations au bien-être des individus que nous sommes. Tout à coup, pour aller le dire brutalement, le médecin était dépositaire de votre bonheur. Hein, de votre bonheur, qu'on traduira en termes de performance, de compétences, etc. Et le médecin, tout à coup, c'est devenu illimité. Il était beaucoup plus attendu que le curé ou le philosophe. Hein. Eh bien, dans ce contexte-là, les prétentions, finalement, à l'amélioration, à l'augmentation, etc., sont illimitées et sont justifiées. À partir du moment où vous attendez une amélioration de votre bien-être, si les neurosciences vous dotent du pouvoir d'agir sur les neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, etc., et vous permettent cela, elles répondent à un objectif qui est celui de votre bien-être, et elles illustrent quelque chose que le transhumanisme entend porter. Je sais que vous êtes très interpellé par justement toutes ces affaires de ciseaux moléculaires, par exemple. On peut copier dans l'ADN. Alors, je ne sais pas, peut-être demain, on va pouvoir décider d'être blond, aux yeux bleus, de vivre 300, 400 ans, d'être grand, beau... Ce qui m'intéresse surtout dans CRISPR-Cas9, donc ce ciseau moléculaire pour aller vite, que Emmanuel Charpentier et sa collègue américaine ont découvert. Ce qui m'intéresse, c'est que ça illustre toutes les ambiguïtés de la médecine ou de la biologie aujourd'hui. Quand vous interrogez Emmanuel Charpentier, elle vous dit c'est formidable, on a trouvé là le moyen de remédier à la résistance aux antibiotiques. On a trouvé le moyen peut-être de supprimer le paludisme. On a trouvé le moyen de relancer les thérapies géniques qui étaient un peu tassées. Mais donc, elle est là dans une perspective de soins ou de réparation. On est comme un épi de maïs de chez Monsanto, quoi. Oui, d'une certaine façon. Bon. Mais ce même CRISPR-Cas9, vous imaginez qu'il a mis dans la tête de pas mal de gens bien autre chose. Les Chinois s'en sont très très vite emparés. Ils ont commencé à passer au décryptage du génome les 2000 personnes qu'ils ont retenues qui ont plus de 160 de QI, et ils se mettent dans l'idée, finalement, de faire un copier-coller à terme pour pouvoir injecter les gènes
peut-être responsable de cette performance intellectuelle chez ces 2000 personnes, les mettre dans les gamètes ou les mettre dans les embryons pour pouvoir réaliser de l'eugénisme, ce qu'on appelle de l'eugénisme positif. Bon, donc vous voyez bien cette ambiguïté. On a une découverte tout à fait considérable que les biologistes et les médecins raisonnables envisagent comme permettant d'améliorer les démarches de soins, et immédiatement, la même chose, on s'en empare pour quoi faire ? Pour aller au-delà, pour réaliser l'expérience extrême d'un humain nouveau. On a parlé de transhumanisme jusqu'à présent, on n'a pas parlé de post-humanisme, mais ça fait partie aussi du lexique de ces transhumanismes. Le transhumanisme devrait permettre une transition entre l'humain tel qu'il est et un humain augmenté, mais si vous poussez la chose à son terme, on pourrait aussi imaginer de contribuer à l'émergence d'une nouvelle espèce. Les manipulations technologiques que nous pouvons opérer aujourd'hui pourraient constituer des variations dans l'environnement technologisé qui est le nôtre, qui ferait mutation et qui pourrait préluder à quelque chose comme un post-humain. Je vais passer tout à l'heure la parole à François Viala aussi, mais François Berger, j'aimerais bien quand même votre réponse à vous de médecin. Vous dites qu'il y a beaucoup de fantasmes dans cette histoire, il y a beaucoup de charlatanisme dans le transhumanisme, il ne faut pas non plus délirer. Pour l'instant, il y a beaucoup de questions, mais finalement, il y a peu de réponses concrètes. Là, il y a quand même des éléments tangibles que nous donne François Berger. Il y a ces ciseaux moléculaires qui peuvent venir maintenant travailler dans nos gènes. Il y a ces sommes également qui sont investies pour des sommes importantes, pour du soin ou de la transformation. Et il y a ce sentiment, à tort ou à raison, que l'homme se transforme lui-même très vite. Je voudrais repréciser ma pensée. Faut faire très très attention. Je suis le premier, je dirige une unité INSERM qui s'appelle BrainTech, donc qui vise à valider au lit du malade de l'innovation technologique. Un des domaines les plus emblématiques utilisés par les transhumanistes, c'est les interfaces cerveau-machine. Eh bien, les projets d'interface cerveau-machine pour les patients tétraplégiques, où on va capter l'activité cérébrale motrice pour guider un effecteur. Ça fait plus de 15 ans que ça a commencé, et ça avait avant commencé de façon un peu secrète dans le champ de l'armée américaine. Ça a été financé de façon massive, des milliards et des milliards. C'est quoi le bénéfice clinique actuellement ? C'est des patients qui sont implantés avec ce qu'il y a de mieux d'électronique, qui arrivent à bouger un vague bras côté d'eux. Il y a moins de 10 patients dans le monde. Ils demandent tous d'ôter ça de leur cerveau. Donc c'est là que je vais mettre un warning. Moi, le premier, devant mes patients qui ont un glioblastome, que je vais en consultation, qui vont tous mourir, j'ai un espoir énorme dans les technologies. Mais je sais que la réalité clinique, c'est la démonstration dans un essai clinique que ça marche. Dans la e-santé, on en sait quelque chose. Donc il faut démontrer ça, et ça se fait pas à pas, ça se fait très très lentement. Donc vous voyez, j'ai un espoir dans les technologies, c'est une alternative au verrou du médicament, mais attention, il faut le développer de façon éthique, et ce qu'on nous vend en nous survendant tout ça, c'est une dérégulation totale. Effectivement, je suis bioconservateur parce que je veux que mon essai clinique soit encadré, je veux qu'on surveille mes effets secondaires, et je veux que tout le monde ait accès à cette technologie. Donc vous voyez, il y a un neurocharlatanisme, mais derrière, il y a une volonté idéologique, politique, de déréguler pour marchandiser le corps. Et ça n'a rien à voir en fait avec ces objectifs d'amélioration. Juste deux questions précises, parce que quand on commence à regarder un petit peu de tous les brevets, les idées déposées, ou les choses d'ailleurs en place dans la rubrique transhumaniste, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, ou le poème à la Prévert. Alors, Alphabet, là, son idée de cristallin de l'œil humain remplacé par un implant électronique, fantasme ou réalité possible, horizon 5 ans, 10 ans Vous pouvez vous implanter une caméra infrarouge qui vous fera voir la nuit, mais... C'est pas pratique pour dormir, ça. Un bon exemple, où là, il y a les lunettes Google, des centaines de millions d'euros. C'est à la poubelle. Pourquoi ? Parce que dites pas ça, on enverra une démonstration médicale demain matin. C'est quoi le sens clinique ? C'est les usages. Il faut écouter les patients. Et c'est assez fascinant pour moi qui passe mon temps à aller chercher de l'argent partout pour faire mes essais cliniques, de voir que Google, qui a des centaines de milliers d'euros, n'est pas capable d'écouter les patients pour savoir ce dont ils ont besoin. Et vous voyez par exemple les exosquelettes, la Coupe du Monde, il y a le football en ce moment, la Coupe du Monde du football avec l'exosquelette de Nicolas Ellis, une monstruosité qui est à la poubelle là.
Donc, vous voyez, de quoi ont besoin les patients? Un patient tétraplégique, il n'a pas besoin d'un exosquelette. Il a besoin de la main. Son fauteuil roulant, en fait, il n'y a aucune technologie qui le remplace. Il a besoin de la sexualité. Je vous pose aussi, pour vous qui êtes homme du cerveau, je voyais une start-up suisse, je ne donnerai pas le nom, qui propose un test ADN. Alors, ça coûte 149 francs suisses pour cerner 14 traits de personnalité qu'on aurait en tant qu'individu. Et donc, ça nous promet une amélioration, puisque une fois cernés ces 14 traits de personnalité dans notre ADN, on peut travailler dessus pour les faire améliorer. Ça, c'est du charlatanisme ou pas? Alors, c'est encore pire parce qu'on va faire payer des gens. Alors, la problématique de la génomique, d'ailleurs, Google a créé 23-24 mai pour séquencer tous les Américains. Ça a été interdit par la FDA, puis je crois récemment que ça a recommencé. C'est encore la même chose. Si vous voulez faire des corrélations entre les centaines de milliers d'items que va vous donner le séquençage humain, qui est quelque chose d'important, d'intéressant, et des traits de caractère ou des devenirs de maladies, il faut des centaines de milliers de patients, il faut des statistiques qu'on ne maîtrise pas, ce qui fait que tout ça, c'est à la poubelle. Toutes les études de génomique qu'on cherchait des corrélations, pas avec des traits de personnalité, avec des pathologies psychiatriques gravissimes, ont été en échec. Donc là encore, on fait du marketing, c'est de la publicité, comme quand on vendait la radioactivité dans les journaux dans les années 30. Marketing qui a un coût quand même. Alors, coût de recherche. Ce qui est étonnant, et je crois que c'est là, c'est le pouvoir, c'est comment... Vous voyez, moi j'étais dans un programme européen il y a 7 à 8 ans qui s'appelait Tentech. J'ai fait un débat avec le président de l'Association américaine du transhumanisme à Paris. Ça m'a valu un article dans le Canard enchaîné. C'était pas correct. Et ce qui est étonnant, vous voyez, c'est que quelque part, que vous puissiez me poser cette question, que des éditorialistes du monde puissent dire de telles inepties, c'est assez étonnant parce que ça veut dire, et c'est là que moi j'ai une inquiétude majeure, ça veut dire que cette incantation qui est tout sauf éthique, qui est tout sauf rigoureuse, scientifique, médicale, qui ne respecte pas les bases fondamentales de la médecine, que cette incantation soit en train de germer. Et là, il y a un danger, et je pense que là, il faut qu'on réagisse très violemment. Je reviendrai sur ce point, justement, d'incantation qui germe. François Viala, qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais vous qui êtes justement juriste, est-ce que vous auriez une définition qui ne soit pas philosophique, qui ne soit pas médicale, mais qui soit juridique, à nous donner du transhumanisme? Je risque de vous décevoir, mais il n'y a pas de définition du transhumanisme véritablement en droit. En revanche, je rejoins ce qui a été dit, c'est à la fois un mouvement intellectuel, un mouvement culturel qui est transhumaniste, qui cherche à dépasser l'humanité pour arriver vers un post-humanisme. Alors, je taille à la serpe, bien entendu, mais qui cherche à rendre meilleur, c'est-à-dire améliorer. La question, c'est est-ce qu'on peut, sur le plan normatif, éthique et juridique, chercher à rendre meilleur l'homme malade, peut-être, l'homme non malade, ça pose effectivement question, parce qu'on cherche à augmenter des performances, qu'elles soient intellectuelles, physiques, etc., pour améliorer l'humain. Mais quand on l'améliore, est-il encore humain? Et là, sous un sens juridique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un humain? Le droit ne connaît pas véritablement l'humain, il connaît la personne, il connaît le sujet. En tout cas, dans nos sociétés démocratiques, le sujet de droit de base, c'est pas le folk, c'est pas la classe, c'est pas la caste, c'est pas la race, c'est la personne en ce qu'elle est unique, originale, même si elle ressemble un petit peu à ses congénères. Et donc, vouloir nous faire rentrer dans un moule indifférencié en termes de longévité, etc., ça pose question. Et j'ai bien dit, sous l'angle de deux approches normatives différentes, c'est-à-dire l'éthique, quel est le champ du possible scientifiquement, notamment, et puis il y a le champ du souhaitable, qui cette fois est juridique. Alors, énormément de choses dans ce que vous venez de nous dire, la définition de ce qu'est humain, la définition de ce qu'est une norme ou de ce qui est normal, et je mets beaucoup de guillemets autour de ce mot, la définition de ce qui est possible. Alors, je vais revenir peut-être sur la définition de finalement ce qui est normal. C'est quoi un homme ou une femme normal? Aujourd'hui, on voit la médecine qui est capable d'apporter des modifications sur notre corps qui sont assez substantielles. Alors, je vais en prendre une concrète, par exemple, les enfants sourds, les personnes sourdes. On sait aujourd'hui, dès la naissance en fait, du jeune bébé, que si l'on implante
si on lui implante en fait quelque chose dans l'oreille, on peut dès sa naissance guérir ou supprimer, ou en tout cas lui permettre d'éviter une surdité. Des médecins ont trouvé que c'était un soin, que c'était un avantage. Ils ont voulu le mettre en place et ils se retrouvent avec une manifestation de parents sourds et muets, assez courroucés, on va dire, à leur rencontre. Expliquez-nous un petit peu cette histoire. Alors, cette histoire qui aboutira d'ailleurs à un avis du Comité consultatif national d'éthique, c'est l'avis 44, me semble-t-il, c'est effectivement toujours dans de très bonnes intentions, parce que medicus non sum, mais je les respecte infiniment, le dépistage précoce de la surdité. Et ici, on est sur le dépistage chez le tout nouveau-né d'une surdité chez l'enfant prélingual, c'est-à-dire qui ne parle pas encore. On sait dépister. Alors, dépister pour dépister n'a pas de sens, mais à partir du moment où, grâce à des implants cochléaires, on sait rendre entendant cet enfant, on peut se dire qu'effectivement, c'est une chance pour cet enfant sourd d'être bénéficiaire de cet implant avant l'acquisition du langage pour lui permettre désormais d'être entendant et donc de parler. Oui, mais les parents de cet enfant sont généralement eux-mêmes sourds. Et à partir du moment où on ne leur a pas demandé, je vais dire leur avis, juridiquement, j'aurais dû dire leur consentement. Mais ça nous amènerait dans des débats, parce que j'ai entendu dans la table ronde précédente des choses sur le consentement qui ont hérissé mes poils de juriste. Vous le direz après. Allez-y en tout cas sur cet implant justement pour les jeunes enfants. À partir du moment où on ne demande pas aux titulaires de l'autorité parentale ce qu'est leur avis, ce qu'est eux l'ont senti comment, ils se sont dit mais pourquoi vous rendez nos enfants différents ? Parce que la normalité, c'est nous. La normalité, c'est la surdité. On vit très bien avec un handicap sensoriel. Et vous faites de nos enfants des êtres différents de nous. Comment allons-nous les éduquer, les élever, au sens du terme nord-américain, là où nous ne pourrons pas communiquer sur le même mode, puisqu'ils sont entendants et donc ils vont verbaliser. Ça pose effectivement question. On a amélioré ces enfants. On les a améliorés ou on les a soignés ? Était-il malade ? Un handicap est-il une maladie ? Et ça, c'est une véritable question. Je prends un autre exemple. On vient de réussir les premières greffes d'utérus en Suède, en Turquie et dans ce pays. Grande question, faut-il implanter, donc pour une femme qui malheureusement ne peut avoir d'enfant, une solution, implanter un utérus qui est prélevé sur une donneuse décédée ou sur une donneuse vivante. À ce moment-là, dans le cercle restreint des prélèvements possibles. Mais cette femme qui est infertile, elle n'est pas malade. En revanche, une fois greffée, elle prend un traitement anti-rejet à vie. Et donc, ceux qui ont fait la greffe d'utérus en France ont dit on greffe l'utérus, on tente une assistance médicale à la procréation et s'il y a un enfant, on fera une hystérectomie. On aura probablement amélioré. L'aura-t-on rendu meilleur ? Je ne sais pas. Heureuse probablement s'il y a parentalité, mais la question se pose au niveau de la société dans son ensemble. Énormément de choses dans ce que vous nous dites et ce sont des exemples concrets. Là, on n'est pas dans le fantasme, on est dans la réalité, la médecine qui se fait aujourd'hui en 2016. Je voudrais demander un avis justement à un médecin, effectivement un médecin qui peut éviter un enfant, enfin qui peut permettre plutôt à un enfant d'entendre plutôt que d'être sourd, un médecin qui peut permettre à une femme d'avoir un enfant plutôt que de ne pas en avoir un enfant. C'est du soin, a priori, médical. Alors, je pense que la problématique des implants est une problématique compliquée qui montre que quand on intervient dans une famille, il faut écouter la famille. On a des choses un peu complexes à gérer et pour moi, c'est très difficile. Je ne pense pas qu'on peut prendre parti. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il faut qu'il y ait une gestion de la famille et puis la médecine, c'est ça. L'autre cas de l'utérus, moi, j'y connais rien, mais je suis horrifié. Et on est typiquement, pour moi, des immunosuppresseurs au long cours, etc. C'est à 15 ans, 10 à 15% de lymphome. Donc, pour moi, là, alors on est vraiment dans l'amélioration, c'est-à-dire ce mythe de l'enfant à tout prix. On prend des risques médicaux que moi, je ne prendrais pas. C'est-à-dire que ce type d'essai dans un comité d'éthique, je ne le validerai pas.
Il faut Mais bien ça se fait, différencier. hein, c'est une réalité. Pour moi, c'est très différent des implants où là, on est dans des choses compliquées, de handicap, normalité. Mais là, on prend des risques médicaux qui sont majeurs. Bon, d'abord, une greffe d'utérus, c'est pas simple. Les immunosuppresseurs au long cours, c'est des effets secondaires qu'on connaît très très bien. Donc là, justement, si c'est ça qu'on nous vend, et justement c'est ça, attention, toute intervention sur le corps, même s'il y a des bonnes intentions derrière, elle peut être dangereuse. Un bon exemple que je donne tout le temps, c'est les vitamines. On a voulu donner des vitamines aux gens qui fumaient pour leur éviter le cancer. Ben oui, mais les cellules cancéreuses, elles adorent les vitamines. Ben, il y a eu plus de cancers. Donc vous voyez, toute intervention est dangereuse. Vous posez quand même ces questions. Il y a deux questions qui sont posées derrière ce que nous cite François Viala. La question de la normalité. Voilà. On doit tendre vers quelque chose de normal. Il est normal pour une femme d'avoir des enfants. Ah, si je prends la chose à contrario, il est anormal pour une femme de ne pas avoir d'enfants. Il est normal pour un être humain d'entendre. Il est anormal pour un être humain de ne pas entendre. Et il y a une volonté, en tout cas un circuit de pensée lié au transhumanisme qui nous amène à tendre vers ce qu'on appellerait une normalité. Pour moi, en tant que médecin, je ne parlerai pas de normalité. C'est-à-dire que moi, je vais répondre à quelqu'un qui souffre. Et justement, le bien-être, pour moi, ce n'est pas dans mon champ médical. Je n'étais pas au courant de cette définition. Et quelqu'un peut souffrir. Alors la médecine évolue. Donc, par exemple, une femme chez qui on va détecter un gène qui annonce à 80% qu'elle va avoir un cancer du sein ou de l'ovaire, c'est pour moi une souffrance du fait de la force de la prédiction. Donc, et après, j'ai bien aimé votre définition de la personne, c'est-à-dire que moi j'ai des personnes en face de moi et peu m'importe qu'elles soient hyper intelligentes, qu'elles soient physiquement très très bonnes, qu'elles chantent très très bien, ça c'est différentes personnes et pour moi il n'y a pas de normalité. Il y a simplement des gens qui souffrent dans les temps actuels de la médecine qui fait que ça peut être une souffrance un peu infraclinique, mais je ne vais pas me préoccuper de la normalité, je vais me préoccuper de la souffrance d'un individu. Jean-Michel Beignet. Oui, non, c'est habituellement aussi une question philosophique et pas seulement juridique que celle de la norme. Et je crois qu'on touche là quelque chose d'important. Et votre question nous a induit évidemment dessus. Je crois que le monde des technologies produit des formats, des formats qui sont par définition duplicables. Et qui doivent se développer à grande échelle. Ce qui fait que les sociétés technologiques sont facilement des sociétés de contrôle, à plus d'un titre. Et elles contrôlent notamment, effectivement, la conformité à des formats. Et ça, c'est entré dans nos esprits, malheureusement. Et donc, on pourrait dire que nous souffrons aujourd'hui d'une espèce de normopathie. Nous voulons de la normalité à tout prix et partout, et toujours un peu plus. Attendez, je vous interromps. Quand une femme va vous dire « j'ai le droit à un enfant, le droit à l'enfant, mon corps ne peut pas avoir d'enfant, mais j'ai le droit, donc j'ai le droit d'aller me faire implanter l'utérus d'une autre femme. C'est un droit à l'enfant. » Ça, c'est aussi une pathologie des sociétés modernes. On a appelé ça autrefois l'État-providence, c'est-à-dire la montée en puissance de ce qu'on appelle les droits-créances contre les droits-libertés. C'est-à-dire les droits-libertés, c'est j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. La société doit me garantir ce droit de faire quelque chose. Et les droits-créances, c'est j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela. Et ça, c'est illimité. J'ai le droit à l'enfant, j'ai le droit à l'enfant aux yeux bleus, j'ai le droit à l'enfant qui sait faire du vélo, etc., etc. Et l'État-providence a produit cela, cette perversion où les droits-créances prennent le pas sur les droits libertés. Et on est prêt à abdiquer, au fond, des libertés fondamentales, pourvu qu'on ait ce que l'autre a, et ce qu'il faut avoir pour paraître dans la société. Je voudrais introduire une autre distinction, qui concerne d'ailleurs la médecine et l'histoire de la médecine. Il y a la norme. Et la norme, elle a été définie par l'homme moyen. Au XVIIe siècle, on voit se développer déjà cette idée d'homme moyen. Pas supérieur, moyen. Non, moyen. L'homme moyen, l'homme de la moyenne. La statistique va confirmer la chose par la suite. Et la statistique va devenir un ingrédient dans la gestion
du grand nombre des individus, avec la société industrielle, etc. Bon, ça, on a développé cela. Et ça devient pathologique lorsque, effectivement, cette norme de l'homme moyen devient sujet à normativisme. On va normativiser la vie des gens de façon à leur permettre de rester dans le cadre et le format de cet homme moyen. En médecine, ça peut donner effectivement cela, c'est-à-dire on a une représentation de ce que doit être un homme valide et on va tout mettre en œuvre pour que précisément il soit conforme à cet homme valide. La médecine classique, la médecine qui ne faisait pas dans la science mais dans l'art, qui auscultait, qui palpait, qui parlait avec le patient. Cette médecine-là, elle était animée de l'idée que finalement, le travail du médecin, c'est de réveiller ce qu'on appelait la normativité d'un individu. Alors qu'est-ce que c'est que la normativité d'un individu ? Eh bien, c'est l'art que cet individu a de déployer certaines attitudes et comportements qui lui permettent de s'inventer à lui-même sa norme. Un cul-de-jatte, ça n'est pas moi, ça n'est pas vous. Un cul-de-jatte, il peut trouver effectivement les ressources en lui-même pour gérer son handicap et quelquefois le faire très bien. Il y a eu des peintres qui peignaient avec les pieds parce qu'ils n'avaient pas de main, etc. Bon, c'est évidemment des exemples un petit peu caricaturaux, mais c'est l'illustration même de la normativité. Un organisme sain, c'est un organisme qui est capable de recourir à ses ressources en normativité. Un malade, par contre, il ne peut plus. Et le médecin intervient à ce moment-là pour l'aider à réveiller cette normativité. Donc vous voyez, la norme, soit vous la mettez à l'extérieur, elle est imposée par des canons absolus, etc. Soit la norme, vous la mettez dans l'individu. Et ça n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, je crois que la société technologisée, eh bien, elle biffe, elle supprime cette normativité attenante à l'individu au profit d'une normalisation générique qui s'explique dans une société comme la nôtre, économiquement concurrentielle et compétitive, qui a besoin de performance, etc. On comprend bien que la norme s'impose génériquement. Mais on oublie, je crois, cette composante, et je crois que François Berger, c'est ça qu'il voulait dire aussi, hein, évidemment, quand il parlait de son souci de l'individu, de son souci de la personne, c'est évidemment en tant que cet individu, cette personne, est le foyer d'une normativité qui lui est propre. Alors, bien sûr, je vais vous faire répondre là-dessus. Je voudrais juste prolonger très légèrement votre propos, si vous le permettez, François Berger. Pardon, excusez-moi, Jean-Michel Beignet. On a parlé de la norme, effectivement, ce courant transhumanisme qui voudrait nous amener dans une norme de surhomme, surperformant, tout ce que vous voulez, transformer, en tout cas normé. On a aussi une partie de ce courant qui voudrait nous amener dans un monde où il n'y a plus finalement de maladie, où il n'y a plus de pathologie, où il n'y a plus peut-être de souffrance, mais en tout cas pas de maladie apparente dans nos corps. Or, est-ce que la maladie n'a tout de même pas, à un moment ou une autre, une importance, une symbolique? Est-ce que la maladie ne nous interpelle pas dans ce que nous sommes, dans nos corps? Est-ce qu'elle n'a pas aussi sa signification et donc besoin d'exister? Oui, il faut quand même nuancer le propos, parce que je ne vais pas me faire, pour ma part, en tout cas, le chantre de la maladie. Bon, il y a effectivement, dans les milieux transhumanistes, une idée qui court, c'est que la maladie, c'est une panne. Et la mort aussi, c'est une panne. Et une panne, on doit pouvoir la réparer. Et la réparer, ça signifie qu'on traite l'organisme comme une mécanique. Nous sommes des containers à organes et nous devons changer les pièces lorsque ça ne marche pas bien, les rectifier, voire leur en substituer de meilleurs. Donc la maladie, on peut la concevoir de manière effectivement brutale, comme cela. Et je dialogue souvent avec Laurent Alexandre, qui a écrit ce dernier livre, Vaincre le cancer. Et pour lui, le cancer, c'est une affaire d'années, on va le supprimer quasiment mécaniquement. Or, on sait très bien, quand on est malade, que la maladie, ça n'est jamais une panne. La maladie, c'est une transformation de sa perception de l'existence. La maladie, c'est des perturbations dans un environnement familial. La maladie, c'est une manière de voir les choses différentes. La maladie, c'est une invitation éventuellement à engager des conversions, etc. Donc la maladie, chez les humains, et nous sommes des humains, nous ne sommes pas des vivants.
Hein, on veut toujours nous traiter comme des vivants, mais nous sommes des humains, donc nous sommes beaucoup plus que des vivants. Eh bien, la maladie chez des vivants, comme la mort d'ailleurs, a une composante symbolique. Et quand on parle de symbole chez les humains, on parle de quelque chose qui nous lie les uns aux autres. Le symbole, c'est l'élément de liaison des uns avec les autres. Et la maladie crée ce que les philosophes appellent quelquefois une autre façon d'être au monde, un être au monde différent. Or, ce que je reproche très violemment et instamment aux gens qui se réclament du transhumanisme, c'est de biffer tout le temps cette dimension symbolique de l'existence humaine et de nous animaliser. Moi, je ne vois chez les médecins qui se réclament du transhumanisme que des gens qui veulent nous assurer la survie. Survie à 100 ans, à 150 ans, à 200 ans. Mais la survie, c'est animal. Hein, et si nous nous pensons comme autre chose que des animaux, nous n'allons pas fétichiser la survie de cette manière-là. François Berger, ça si je ne me trompe pas, peut-être réaction là-dessus effectivement, au-delà de la norme, sur le fait de supprimer la maladie, réparer le corps finalement, répare le corps d'un cancer et puis on va prolonger nos vies 200, 300, 400 ans, voire vaincre la mort comme cela a été écrit il y a encore peu de temps. Alors moi, je suis complètement d'accord. Hein. Ça nous a d'ailleurs fait écrire avec François Sigaud une tribune après un débat avec Laurent Alexandre qui était que tuer la mort, c'était un crime contre l'humanité. Je pense qu'effectivement, la mort fait partie de l'humanité. Mon rôle de médecin, c'est aussi d'accompagner la mort. Je pense que ça fait partie de façon intrinsèque de l'humanité, du travail du médecin, et ce qu'on nous vend à travers cette immortalité où on réfléchit à rien, parce que imaginons si on était tous immortels, on nous vend une société de robots. À la retraite à 500 ans. On nous vend vraiment une société de robots uniformisés. Donc voilà, je pense que là on est vraiment dans quelque chose, et puis surtout on nous vend ça avec une pensée spécieuse, hein, puisque pour reprendre les termes de Laurent Alexandre, c'est vous êtes pour le dépistage de la trisomie 21. Ben oui. Vous êtes pour traiter la maladie d'Alzheimer de votre mère? Ben oui. Donc vous êtes eugéniste et transhumaniste? Ben non. Et attention, il y a des frontières, il y a des définitions. Et là, on est en train de vouloir tout mélanger pour un projet de société dont je dois dire que pour moi, il n'est absolument pas acceptable. François Vallard nous dit il y a des frontières, il y a des définitions. Le juriste que vous dit non, les définitions ne sont pas si claires, au contraire, et on a aujourd'hui des différences d'appréciation relativement importantes entre pays anglo-saxons, pays scandinaves et pays de droit romain, en tout cas pays latins. Oui, c'est un constat effectivement que en fonction de notre histoire et notamment de notre histoire juridique, nous n'avons pas aujourd'hui la même approche. Je vais prendre un exemple très simple, voire même peut-être simpliste. Le corps humain, dans l'ordonnancement juridique français, il est apparu en 1994 avec les lois de bioéthique dans le Code civil. Il figure où dans le Code civil? Dans le livre 1er, dont le titre est « Des personnes », et non pas dans le livre 2, « Des biens ». Donc je ne peux pas dire en droit français, j'ai un corps. Je dois dire je suis mon corps, parce que le corps est l'élément vivant de la personne, mais il ne peut pas être dissocié de la personne. Il ne m'appartient pas, il est indisponible aux autres, mais à moi-même aussi. Il est inviolable, personne ne peut y toucher, sauf le médecin, mais bien entendu avec mon accord et seulement s'il y a une nécessité de le faire. On aurait pu parler de la nécessité d'améliorer aussi, ou de l'absence de nécessité. Et puis surtout, il ne peut pas faire l'objet d'un droit patrimonial. Quand vous allez dans un certain nombre de législations des pays du Nord ou anglo-américaines, vous pouvez conjuguer le corps avec l'auxiliaire avoir. Ça ne pose aucune difficulté. J'ai un corps et non je suis un corps. Et mon corps m'appartient. Et philosophiquement, allais-je dire, ça nous sépare sur le plan même conceptuel, si vous voulez. Après, le droit, comme ces outils de médecine, ne sont que des outils. Je n'incrimine jamais le marteau quand je me tape sur les doigts.
c'est la main qu'il tient qui a tapé sur les doigts. Vous me donnez un marteau, c'est une arme par destination. Vous la donnez à un charpentier, il va en faire des choses magnifiques. Donc tous ces outils ne sont pas contestables en eux-mêmes. Ce qui est contestable, c'est ce que certains veulent en faire. Alors justement, à propos de ça, pardonnez-moi, ça nous renvoie à la définition même de la médecine que donnait Paul Valéry. Soigner, c'est un poème. Mais poème au sens de poiesis et de poiène, c'est-à-dire c'est une création. Et cette création, bien, elle doit être régulée et on revient aux normes. François Berger, justement, on a des différences d'appréciation qui sont quand même assez notables. Bon, on a cité beaucoup Google depuis le début de cette conférence, qui ne se cache pas, qui a des visées transhumanistes, de vaincre la mort et d'amener l'homme à un autre état, en tout cas de son développement. Vous, c'est quelque chose qui vous fait frémir. Vous demandez aujourd'hui un moratoire sur certains essais ou certaines expériences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, en fait, je ne sais pas si le terme de moratoire est adapté, mais c'est simplement qu'à mon avis, on est un peu comme on était dans les années 70 avec l'émergence de la biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'il y a des technologies de miniaturisation, des micro-nanotechnologies électroniques. On peut effectivement maintenant envoyer des électrodes avec des nanoparticules. Donc, il y a des champs de possibles qui pourraient être mal utilisés. Il y a aussi un besoin de redéfinir ce qui est faisable. Et on a trop de science-fiction. Vous voyez, vous avez commencé avec de la science-fiction. Donc, en fait, l'idée, c'est de réunir un certain nombre de scientifiques et puis très, très tôt aussi de les faire interagir avec des philosophes, avec des gens des sciences humaines et sociales, avec des gens qui connaissent la législation, pour que tout ça, ça soit mis ensemble et qu'il y ait justement un statement comme ça avait été fait dans les années 70 par rapport à la biologie moléculaire. Pour une autre raison, c'est que, moi je veux le répéter, j'utilise ces outils pour mes patients. On a actuellement des protocoles où on met des implants pour commander un synthétiseur vocal. Si Google savait ça, ou les transhumanistes, j'ose à peine penser à ce qu'ils raconteraient et ce qu'ils feraient de ce qu'on est en train de faire de façon extrêmement, extrêmement modeste. Je crois, alors là on est dans l'université de la e-santé, justement, la e-santé ne fera pas une vision statistique moyennée de l'homme, mais au contraire, ce qui est fascinant, je pense que ça tuera le séquençage, c'est les signatures digitales, c'est la digitalisation de signatures embarquées à la maison. Donc vous voyez, tout ça, c'est extraordinaire, mais il faut stopper cette espèce de dérive où on est en train, en utilisant des futurs qui seront jamais là, de vouloir changer des normes pour le vivant. En fait, c'est ça. La grosse question, c'est en faisant tout ça, qu'est-ce qu'on veut que soit l'homme et que soit l'humanité. Et ça, c'est pas aux médecins de répondre. Donc l'idée, c'est un peu de faire un statement par rapport à ça, comme ça avait été fait en 75 pour l'ADN. Alors là, beaucoup de choses aussi dans ce que vous venez de dire. J'ai envie de faire réagir peut-être le juriste qui est à côté de vous, en demandant finalement une réflexion plus large sur ce qu'est l'humanité et de stopper, il nous a dit, certaines dérives, François Berger. Est-ce qu'une demande comme celle-ci aujourd'hui a encore une raison d'être dans un monde qui est de toute façon totalement globalisé? On peut demander ça ici depuis Castres et pourquoi pas l'obtenir pour une certaine partie de l'Europe et encore pas toute l'Europe. Mais si les États-Unis ou des pays asiatiques continuent à faire des recherches, proposent des transplantations, proposent des coupes dans l'ADN ou autre, je prends un avion et je vais là-bas me faire soigner ou me faire augmenter. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose de demander des moratoires, des réflexions dans un monde globalisé comme celui dans lequel on vit aujourd'hui ? J'ai dû passer trop de temps chez les jésuites, je vais vous donner une réponse en 2 temps. Comme le diraient nos cousins québécois, ça ne fait pas de sens. Dans un monde globalisé, on sait très bien que si on décide de s'arrêter, les autres poursuivront la course. Mais j'ai envie de dire, et alors ? Et alors, on prendra du retard. Et alors ? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi avoir le courage de ses convictions. C'est-à-dire que si l'on considère aujourd'hui qu'on n'est plus capable, dans ce monde-là, d'appliquer une vieille maxime, c'est un médecin et un petit peu auteur qui l'a écrit, « Sapiens n'entre plus en âme malivole et science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Si on suit le révérend docteur François Rabelais, on peut dire effectivement, nous vous proposons de nous arrêter
Alors, ça peut se faire dans le cadre de l'Union européenne, si elle existe, du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe des droits de l'homme. Et puis, on peut proposer effectivement à d'autres de s'associer à ce mouvement, à condition de proposer autre chose. C'est-à-dire de dire, voilà, les priorités elles sont peut-être plus sur l'amélioration et sur cette course effrénée, mais il y a peut-être à nos portes des choses qui pourraient donner du sens à notre action, et je vous propose pendant un certain temps de régler ces petites questions. Alors ça peut être l'accès aux soins des migrants, ça peut, il y a des idées, on n'en manquera pas. Parce que cette quête de la transhumanité et puis surtout de cette longévité accrue. Moi, j'atteins un âge maintenant où ça pourrait m'intéresser, mais où ça me fatigue parce que ça me donne trop de travail. Moi, que mes congénères puissent vivre 150 ou 200 ans, ça me perturbe énormément parce qu'il faut que je change tout en droit. Je prends l'article 212 du Code civil. Les épouses se doivent fidélité. Allez, 150 ans. Ça va sur... je vais fêter mes 25 ans de mariage. Bon, c'est super. 30 ans, 40 ans, 50 ans. 150 ans. C'est les noces de quoi arriver à ce niveau-là? Vous imaginez ma dégradation physique dans 150 ans. Parce que bien entendu, je dis ça pour mon épouse, pas pour moi. La durée de cotisation. Et puis surtout, si je deviens éternel, est-ce que j'aurai juridiquement le droit de mettre fin à mon éternité ou d'exiger qu'un médecin mette fin à mon éternité? Parce qu'il y a un grand philosophe nord-américain qui s'appelle Woody Allen qui a dit que l'éternité c'était long, surtout à la fin. Revoyez Les ailes du désir aussi, on va revenir un petit peu sur la même chose en référence cinématographique. Jean-Michel Beignet, j'ai entendu dans la bouche de François Viala des mots qu'on entend après tout quasiment plus aujourd'hui, il me semble, dans notre société consumériste, matérialiste. Il a parlé François Berger parlait beaucoup d'humanité et de réfléchir sur ce qu'est l'humanité. François Viala parle de conscience. Il va même jusqu'à nous parler d'âme autour de cette table ce soir. Finalement, est-ce que le transhumanisme n'a pas pu aussi faire son chemin parce qu'il n'y a plus cette réflexion globale? On parle de corps, on parle de soigner des corps, on oublie peut-être qu'on soigne des personnes qui ont des sentiments, qui ont un sentiment physique, un sentiment métaphysique. Toute la journée, nous avons eu des auditions ici dans cette même salle de trophées, enfin de prix, de personnes qui postulent pour des prix de la e-santé. On n'a jamais parlé, alors je vous rassure, on n'a jamais parlé ni de sentiments, ni de conscience, ni d'âme, de choses comme ça. On a beaucoup parlé d'algorithmes, on a beaucoup parlé d'applications, on a parlé de smartphones, on a parlé d'algorithmes individualisés en fonction de chaque pathologie. On a très peu parlé du reste. Vous voyez, vous vous réjouissiez en commençant qu'il y ait, enfin vous faisiez mine de vous réjouir qu'il y ait un philosophe dans cette table ronde, et en réalité vous avez vu que finalement le discours philosophique il est aussi bien porté par le collègue juriste ou le collègue médecin, hein. Et donc ça c'est, je dirais que c'est peut-être un excellent signe. Alors effectivement, on a parlé d'humanisme, on a parlé de conscience, etc. De vie et de mort également. De vie et de mort. Mais quand on a affaire effectivement aux transhumanistes brutaux, ceux qu'on voit aux États-Unis, autour de Ray Kurzweil ou autres, on n'a pas d'état d'âme, puisqu'on n'a pas d'âme. Et on considère assez volontiers que ce dont il faut se défaire, c'est de l'humain, tout simplement. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un humain? Vous vous rendez compte? Un humain, c'est quelqu'un qui naît par hasard. Hein. Il ne sait pas pourquoi il est né, rencontre hasardeuse de 2 gamètes, et puis paf, ça fait un humain. Un humain, c'est quelqu'un qui va souffrir. Un humain, c'est quelqu'un qui va vieillir, hein, qui va être malade et qui va mourir. Comment voulez-vous que les transhumanistes puissent tolérer que cet humain perdure? Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Alors ils le disent de quantité de manières. Ils disent on va supprimer d'abord la reproduction sexuée, puisque c'est porteur de hasard. Donc
le clonage reproductif devrait être quand même une voie beaucoup plus fiable, beaucoup plus intéressante, d'autant que les génomes pourront être manipulés, donc clonage. Bon, on va cesser évidemment de souffrir puisque les neurosciences vont s'y mettre très très fort, on va cesser de vieillir, ça c'est bientôt fait. La nanomédecine nous permettra de cesser d'être malade, et puis la mort, on va résoudre le problème, on créera des organes artificiels qu'on implantera régulièrement, on va télécharger le contenu du cerveau sur des puces de silicium, etc. Donc l'humain, le terme humain, c'est un terme en voie d'obsolescence, puisque on va supprimer la chose. La conscience, puisque M. Viala a convoqué la conscience, moi j'ai toujours eu l'expérience un peu traumatisée d'un transhumaniste américain qui m'a dit que la conscience, il fallait s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. La conscience, c'est un frein. La conscience, c'est quelque chose qui nous met toujours dans l'incertitude. La conscience, nous dit-on, elle est apparue dans l'histoire de l'évolution comme un avantage sélectif à un moment donné qui nous a permis, nous, espèces humaines, de survivre. Mais tout avantage sélectif, à un moment donné, devient un handicap dans l'histoire de l'évolution. Et dans un monde technologisé, la conscience, ça n'est plus un avantage sélectif, c'est un handicap. Donc il faut substituer à la conscience l'instinct, comme il faut substituer à l'intelligence la réaction, la réactivité, etc. Donc il n'y a pas moyen de discuter avec les transhumanistes. Moi j'essaye depuis 10 ans. Les transhumanistes français, ça va parce qu'ils ne sont pas vraiment transhumanistes, ils sont gentils et tout. Mais les transhumanistes américains, on ne peut pas discuter avec eux parce que ces mots qu'on pourrait mettre en avant, si vous voulez, si je leur dis... Il faut aller à l'encontre du vieil axiome selon lequel tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, quoi qu'il en coûte moralement. C'est un physicien qui a énoncé cet axiome. Bon, et je leur dis, il faut que la technologie cesse d'être une fatalité. Il faut que la technologie redevienne la chose de l'humain qui décide. Mais ça ne les intéresse absolument pas. Ils me disent... Mais les humains, arrêtez, ils ont fait les pires conneries, ils ont saboté la planète, ils ont fait la Shoah, ils ont fait Auschwitz, ils ont fait Hiroshima, il faut s'en débarrasser de ces humains. Et ils vous le disent comme cela. Alors comment se débarrasse-t-on de l'humain quand on ne veut pas l'euthanasier comme cela? Eh bien, en invitant les meilleurs des humains à fusionner de plus en plus avec les machines. Fusionner avec les machines. Et ça, c'est un programme qui est écrit en toutes lettres dans un rapport remis au gouvernement américain en 2003, sous le titre « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines », où il est dit très clairement qu'il faut tendre vers la pensée intégrale, c'est-à-dire le cerveau directement connecté sur Internet, et puis il faut supprimer de plus en plus la viande, c'est-à-dire le cœur, et faire en sorte que dans l'avenir, il y ait cette humanité-là, qui ne sera pas une humanité, qui sera une post-humanité, et qui laissera sur le carreau, vous, moi, qui ne serons que les chimpanzés du futur, comme on dit très élégamment chez les transhumanistes. Donc c'est très difficile à instruire ce débat. Difficile en tout cas, les questions ont été posées, je trouve, avec brio par nos trois intervenants ce soir. On est parti d'une journée depuis ce matin, je vous dis, on parle d'algorithmes, de data, de données patients, de sécurisation des données, de réponse à ces données, d'application, d'aide au conseil pour la personne par algorithme, par écran interposé ou autre, à des mots qui sont aussi celles de conscience, d'épanouissement de la conscience et celles d'humanité, puisque nous restons en tout cas en 2016 relativement humains à ce jour. Je vous propose de consacrer les 10-15 dernières minutes qui nous restent à poser toutes les questions, je suppose qu'elles sont très nombreuses de votre part, à nos trois philosophes ou philosophes qui s'ignorent, qui sont autour de cette table ce soir. Alors, il y a un micro qui va circuler, et puis je vous invite à prendre la main, puis simplement à vous présenter lorsque vous posez une question. Voilà, qu'est-ce qui veut commencer? Bruno Salgue. Alors attention, accrochez-vous à vos chauffeuses, mesdames et messieurs. Cette séance de questions-réponses devrait commencer très fort. Donc Bruno Salgue, moi je suis au centre d'ingénierie de la santé, à Saint-Étienne maintenant, puisque j'étais dans une autre ville pour faire à peu près la même chose. Et dans l'ingénierie de la santé, on fait des choses très artificielles pour l'humain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait de l'os artificiel,
on va faire des canaux, des veines artificielles. Est-ce que je suis un transhumanisme? Parce que moi, j'améliore le bonhomme. Le bonhomme, il va crever s'il n'a pas mes stents, s'il n'a pas mon os artificiel. Il va crever s'il n'a pas mon cœur artificiel. Enfin, il crève avec le cœur artificiel, hein, puisqu'on a le droit de mettre des cœurs artificiels que dans des mecs qui vont crever dans 15 jours, donc il va crever dans 3 semaines. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je suis un transhumanisme dans ces cas-là? J'en sais rien. Et alors, c'est un vrai... je voudrais vous dire ça parce que vous avez un bon débat de très très bonne qualité. Hein. J'ai été apprécié. Donc quand c'est mauvais, je le dis. Quand c'est bon, je le dis aussi. Mais le problème, c'est le fondamental de la limite. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que mon os artificiel aujourd'hui, j'ai le droit de le mettre dans la souris, quoi. J'ai pas le droit de le mettre dans un babouin parce qu'on a peur que si je le mets dans le babouin, je vais le mettre dans le cochon, et que si je le mets dans le cochon, je vais le mettre dans l'homme. Donc ça, c'est la réalité aussi de la recherche scientifique aujourd'hui. Hein. C'est que, j'allais dire, l'anti-transhumanisme a des effets pervers en sens inverse, quoi. Voilà. Et donc c'est le sens de ma question parce que c'est un thème que vous n'avez pas abordé dans ce débat qui est, je le répète, d'excellente qualité. Je pose la question. Voilà, tout le monde veut réagir. Allez-y, peut-être le médecin tout d'abord, François Berger. Non, pour moi, ce que vous évoquez, qui est autour de la médecine régénérative, du bioprinting, etc., ça s'adresse à des pathologies vasculaires. Donc c'est ce qu'on a fait avec les greffes. Donc pour moi, c'est pas du tout dans le champ du transhumanisme. Il faut faire très 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 attention. François Viala. Oui, je crois que c'est une question de frontières. Alors, je suis d'accord avec le CCNE, déplacer la frontière ne supprime pas la frontière, mais je crois qu'il y a une borne qui a été très bien fixée il y a quelques centaines, milliers d'années, c'est par Hippocrate dans les épidémies. Avoir en toute maladie 2 choses en vue, être utile, du moins ne pas nuire. Ce qu'on évoque là, Bruno, c'est effectivement des techniques qui permettent de remédier. La racine indo-européenne de médecine, c'est med, hein, c'est remettre de l'ordre. On remet de l'ordre, on ne modifie pas et on ne change pas la destinée. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'espèce humaine. On soigne une personne, un sujet, pas un organe malade. C'est-à-dire que le médecin, on l'a bien entendu, hein, parce qu'il y a eu un leitmotiv, je soigne des personnes, je veux revenir, je quitte le CEA pour revenir au lit du malade, parce que c'est ça qui fait du sens. Je ne soigne pas un corps vivant, je soigne un corps vécu. Et donc, le stent, il y a des personnes chez qui ça va tenir, d'autres chez qui, malheureusement, ça ne va pas tenir. Parce qu'on vous a dit, quand on vous a mis le stent à un endroit sur une trifurcation, alors, à partir de maintenant, hein, on mange plus gras, salé, sucré, on boit plus d'alcool, on pratique pas de sport à risque et surtout, pour vous reproduire, vous irez voir un médecin parce qu'il faut éviter la copula carnalis. C'est joliment dit. Oui, j'essaye d'être soft. Je peux me lâcher si vous voulez. Vous savez, la parole est ouverte dans cette salle. Non, parce qu'on l'a évoqué, personne ne l'a relevé, mais c'est essentiel. Un tétraplégique, ce qu'il veut, c'est pas de l'amour, c'est du sexe. Je vous invite d'ailleurs le 28 septembre à Montpellier pour une journée sur sexualité et handicap. Je ferme cette parenthèse, j'ai fait ma promotion. Donc, sur ces techniques-là, à mon avis, on est de ce côté-là de la frontière. On franchit la frontière lorsque l'on cherche à transformer et non pas à guérir, c'est-à-dire à faire de la thérapeutique au sens contemporain, qui oublie que thérapeutikos et thérapein, ça ne veut pas dire seulement guérir, ça veut dire prendre soin dans une approche de la personne qui est extrêmement complexe et qui ne se limite pas à l'organe malade. François Berger. Pardon. Décidément, Jean-Michel Peigné. Oui, je vais répondre rapidement parce qu'il faut que d'autres veulent sans doute. Mais je crois que l'artifice fait partie du processus d'hominisation. Hein. Nous sommes des êtres d'artifice et qui multiplions les artifices pour nous protéger. Et pour assurer notre survie. Donc de ce point de vue-là, la multiplication des artefacts dans nos anatomies ne signale pas forcément la transgression qui est d'un autre ordre.
Et bon, c'est toute la discussion autour de la définition de l'humain augmenté qu'il faudrait reprendre là. Mais pour moi, l'humain augmenté n'est pas celui qui porte les prothèses que je porte sur mon nez ou que vous avez éventuellement dans votre hanche ou autre. Hein. C'est pas ça, l'humain augmenté. Là, il s'agit d'un humain réparé, et réparé grâce aux artefacts salutaires que la technologie peut aujourd'hui nous offrir. Hein, pour moi, l'humain augmenté, il commence lorsque il est boosté de telle sorte qu'il n'appartient plus à l'ordre de l'humain valide. Je veux dire, le jour où on pourra manipuler les génomes pour intégrer des gènes issus de la chauve-souris, du requin ou de je ne sais quoi, lorsque on nous aura doté de 12 ou 15 sens grâce à des manipulations d'ordre génétique, là, on parlera effectivement d'humain augmenté. Et on sera dans l'ordre de quelque chose qui ressemble à de la transgression. Donc, quand on a affaire avec les questions de technologie, on a toujours affaire à la question de où positionner le curseur, entre le remède et le poison, où le positionner. Et il n'y a pas de détermination abstraite. Hein. C'est toujours précisément dans le processus, éventuellement de la discussion, etc., qu'on peut déterminer la chose. Donc, loin de moi d'abonder dans l'idée que l'artifice suffirait à faire à justifier la diabolisation aujourd'hui. Non, alors, absolument pas. François Vella, vous voulez compléter? Je demandais court, de manière à certains... Petite chose, juridiquement, une fois que ces artefacts sont incorporés dans le corps, ce ne sont plus des choses, c'est de la personne. Moi, le dispositif d'arthrodèse lombaire que j'ai après une mauvaise entrée en mêlée au niveau cervical, c'est pas de l'acier 440, c'est moi. Et ça va très loin dans une décision de justice après un accident de la circulation où une personne non-voyante a vu son chien guide d'aveugle écrasé par un chauffard. La question s'est posée de savoir comment on indemnisait la perte du chien. Eh bien, le tribunal qui a indemnisé l'a indemnisé comme un élément du corps humain, puisque c'était une prothèse vivante, sensible, et le chien était considéré comme le prolongement du corps et donc le corps lui-même. Donc que ce soit incorporé ou excorporé, tout ce qui prolonge et est le corps pour l'aider, non pas l'améliorer, mais le réparer et lui permettre de vivre dans une remédiation est considéré comme de la personne. Et puis des fois, la transformation, ça va vite. Spider-Man, il a juste été piqué par une araignée. D'autres questions, d'autres remarques dans la salle? Alors, allez-y, il nous reste 4 ou 5 minutes si vous voulez prendre la parole. Non, tout le monde est en train de réfléchir tranquillement à ces pratiques médicales et à ces pratiques sur les corps des uns et des autres. Une fois, 2 fois, 3 fois. Écoutez, je vous propose de... si, moi j'en ai une dernière question que j'ai oublié de vous poser. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de débat en fait ce soir? Est-ce qu'on n'est pas des vieux schnocks en train de faire un débat? Puisqu'après tout, à chaque fois qu'on a eu une révolution médicale importante, cette question d'homme transformé s'est quelque part posée. Les premières transfusions sanguines, les premières greffes, on pourrait parler de la pilule. À chaque fois, on a crié à la fin de l'humanité, en tout cas déviation de l'humanité. Est-ce que ce soir, finalement, ce n'est pas un débat comme un autre, ou est-ce qu'on est véritablement face à une rupture dans l'histoire médicale? La première erreur, mais j'ai tort de le dire, c'est qu'on a demandé qu'à une moitié de l'humanité de se prononcer. Et pas à la plus belle. Donc je pense qu'effectivement, s'il y avait des femmes qui, dans l'assistance, voulaient prendre la parole pour dire « vous êtes des vieux schnocks et vous parlez au nom de tout le monde, notamment de la greffe d'utérus », parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas implicable. Concerné, je ne dis pas, mais implicable, encore que, il faut jurer de rien. Et donc, il faudrait peut-être élargir le débat à toute l'humanité et puis demander à des gens de moins de 45 ans ce qu'ils en pensent. Mais
Moi, je crois pas. Je crois qu'effectivement, ces débats sur le progrès ont toujours. Quand Laennec a utilisé pour la première fois le stéthoscope, il y avait des gens qui étaient contre. Hein. Quand il y a eu les premières transfusions sanguines, mais c'était un combat entre la faculté de médecine de Montpellier et de Paris, donc c'est un petit peu particulier. Il a été enjoint pénalement à tout médecin de ne pas réitérer la transfusion sanguine, parce que pour une qui est réalisée avec succès, toutes les autres causent le décès. Quand on saura qu'on transfusait du sang d'agneau, ça peut aussi s'expliquer. Mais c'était de la recherche. Moi, je pense qu'on s'est trompé de débat au sens où on ne devrait pas parler des transhumanistes, si ce n'est comme un artefact non éthique à mettre à la poubelle. Mais je crois qu'il y a un débat important qui est derrière tout ça, c'est la problématique, effectivement, d'un nouveau pouvoir technologique qu'on peut mettre à l'interface avec le vivant, qui, moi, m'anime en tant que médecin parce que j'y vois des solutions pour les patients. Et le vrai débat, et justement que nous, en tant que chercheurs, on a une responsabilité, on veut mettre sur la table, et c'est vrai aussi pour la médecine digitale, c'est comment on doit nous surveiller, justement, dans les premiers essais chez l'homme, parce qu'il n'y a que ça qui va montrer ce qui va se passer, où des choses nouvelles vont apparaître, des nouvelles possibilités d'intervention, peut-être de modification du vivant. Et donc pour moi, le débat, il est là, c'est comment ce nouveau pouvoir d'intervention sur le corps, on le met sur la table de la société. Merci en tout cas à vous trois d'avoir posé ce débat ce soir. On peut les applaudir hein, pour ce beau débat philosophique, éthique sur le transhumanisme.